Geoffroy et Loïc, deux frères aventuriers, ont décidé de suivre le cours du troisième plus grand fleuve du monde, le Yangtze. En 5 mois, de sa source sur les hauts plateaux tibétains à son embouchure à Shanghai, ils ont parcouru plus de 7000 km à moto et en tricycle à la découverte du lien qui unit l'homme à l'eau. C'est dans cette gare désertique, située sur la voie de chemin de fer la plus haute du monde, qui relie Pékin à Lhasa, que débute notre aventure en Chine. Il nous aura fallu plus de 2 ans de préparation pour arriver là, au cœur des hauts plateaux tibétains. Notre objectif est simple, aller à la rencontre d'un fleuve mythique qui, tel une artère, irrigue le pays le plus peuplé au monde. Bon, elle est où cette source là? Tu vois ce que je vois là? La source du Yangtze. Je sais pas, mais j'ai beau regarder autour, je vois pas d'eau, je vois pas de source. Ah, moi non plus. Par contre, je vois qu'il y a des touristes. Je me demande si on n'est pas sur un attrape-touriste, tout simplement. C'est fort probable. Je suis un peu déçu quand même. Je vais pas me résigner à ça. Moi, je veux un beau glacier, je veux des beaux paysages. C'est hors de question, je m'arrête pas à ça. Moi, j'en ai marre d'avoir mal à la tête à cause de l'altitude. Nous voilà juste au-dessus du Tuotuohe, qui va ensuite se transformer en Yangtze-kiang. Tuotuohe, ça veut dire l'eau qui murmure. D'ailleurs, vous pouvez peut-être écouter, on entend l'eau murmurer. Ah ouais, ça c'est ouf. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous avons fini par trouver une voiture pour nous monter à la source à une centaine de kilomètres de Yangsheping, notre camp de base. T'as dormi 1 heure cette nuit, c'est ça? J'ai dormi 1h30 cette nuit. J'étais vert, j'avais envie de pleurer. Je me demande si c'est à cause du mal des montagnes ou c'est ça. Ah non, c'est pas à cause du mal des montagnes. Peut-être qu'on abuse un peu du thé et que leur thé est plein de caféine ou de théine. Enfin bref, voilà la voiture qui va nous emmener au Galadendong. Avec un chauffeur pur jus tibétain. Après 6 heures de voiture sur des routes chaotiques, nous apercevons à l'horizon le massif des Tangoulashan, dont le mont le plus élevé, le Galadendong, culmine à 6621 mètres. Petit intermède dans notre trajet vers la source du Yangtze-kiang, donc vers les monts du Tangoulashan. On a beaucoup de chance, on a juste derrière notre 4x4. Et pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de chance d'ailleurs? Parce que les paysages sont fantastiques, pardi. Et puis 5800, parce qu'il nous manque de l'oxygène. Hein, on a peut-être 5600 mètres d'altitude. C'est ce qui nous fait souffler, effectivement. Le 4x4 nous dépose à 3 heures de marche du glacier. La route ne va pas plus loin. D'après le chauffeur, les Tibétains situent la source quelque part devant nous, au-dessus des cimes glaciales du massif des Tangoulashan. Nous continuons à pied, sans nous poser de questions, car nous avons rendez-vous avec le dragon. Le Yangtze naît là, devant nos yeux, de plusieurs glaciers situés au cœur de ce massif. Voilà, c'est le début de notre aventure, c'est-à-dire montrer la source du troisième plus grand fleuve du monde, du plus grand fleuve asiatique, qui irrigue 400 millions de personnes en Chine, donc c'est-à-dire un tiers, un quart de la population chinoise, puisque les estimations sont un peu foireuses parfois. On est tout à fait en mesure de pouvoir faire un rapprochement entre la naissance d'un fleuve et la naissance d'un être humain. Là, l'eau qui est stockée dans un glacier, c'est comme si elle était stockée dans le ventre de la mer, sauf que ça fait depuis à peu près 2000 ans, peut-être même plus. Le glacier la conserve pour la donner à la Chine, comme ça, c'est extraordinaire, goutte à goutte. Un voyage de 5 mois en Chine, le long du Yangtze, ça fait rêver. Ce qui nous motive dans cette expédition, c'est de vivre une aventure et de découvrir au fur et à mesure de notre descente du fleuve à quel point l'accès à l'eau est primordial dans notre vie quotidienne. Chez moi, je tourne le robinet
et j'ai de l'eau sans peine dans mon verre. Qu'en est-il ailleurs? Sur les hauts plateaux où nous sommes, l'accès à l'eau n'est pas encore maîtrisé. La population doit donc consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour se ravitailler en eau. Et ce temps perdu n'est pas disponible pour se consacrer à de nouvelles activités. Ce mode de vie se répète de génération en génération, sans changement possible. Ouh là là là, la route n'est pas terrible du tout. Nos motos, ces petits bolides de 150 cm3 achetés 450 € pièce, nous permettent d'être autonomes et d'avoir accès aux zones les plus reculées. C'est aussi un sésame auprès de la population locale, qui souvent n'a jamais vu d'étrangers, et encore moins débarqué sur une moto. Voilà un peu plus de 4 jours que nous avons quitté la source. Notre progression est difficile. Nous parcourons rarement plus de 50 km par jour. Sur les hauts plateaux au début de l'été, la température est de 16 degrés la journée et peut descendre rapidement en dessous de 0 la nuit. Hier soir, on a été accueillis par des Tibétains. On leur a demandé assez simplement le gîte, ce qui était assez compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas du tout. Et donc c'était par signe, on leur a fait un petit signe de la tente, un petit signe de dormir, et est-ce qu'on peut mettre notre tente quelque part, et ils ont compris. Et alors ils nous ont permis de mettre notre tente dans un corral, ce qui est assez confortable parce qu'en fait la vallée c'est un véritable pierrier ici. Et le corral est constitué de crottes de yak séchées et déjà décomposées. Et donc ça fait un espèce de tapis qui est assez confortable, hein, même un bon matelas. Enfin on a des espèces de petits matelas en polyprène, mais c'est pas très très épais. C'est pas très grand mais très confortable. Il y a de la visite. Hein. Il nous reste une mission sur ces hauts plateaux, c'est interroger un jeune sur son vécu de l'eau, afin de pouvoir faire une comparaison comme on souhaitait le faire, entre un jeune sur les plateaux tibétains, donc à la source du Yangtze, un autre au niveau des villes en transition, et encore un autre à Shanghai, et essayer de pouvoir faire une comparaison entre ces trois jeunes, et montrer que l'accès à l'eau a une part très importante dans leur processus de développement, d'éducation, d'épanouissement personnel. On fait la corvée d'eau. Ouais. Khmarhe est la première bourgade que nous traversons depuis que nous avons quitté la source. Nous décidons de nous y arrêter quelques jours, pour souffler un peu, et rencontrer ces Tibétains qui balancent encore entre la vie nomade des hauts plateaux et la vie sédentaire. Le village doit son existence au fleuve et à la présence d'une source d'eau potable qui ne gèle pas en hiver. Précision d'importance lorsque l'on sait que la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Depuis 10 ans, Khmarhe connaît un développement rapide grâce à l'exploitation des ressources du fleuve, l'eau et le sable. Ces deux ingrédients, additionnés avec du ciment apporté par des ouvriers venus de la grande ville la plus proche, permettent de construire des briques et donc d'abandonner les tentes traditionnellement utilisées par les nomades. Donc là c'est le village où sont montées les briques, on voit que c'est en pleine ébullition. Ce village a commencé son expansion en 98, il y avait à l'époque 3 maisons, c'est ce que nous a dit l'une des premières personnes qui habitaient ici. Je crois qu'aujourd'hui on peut en compter à peu près une cinquantaine. Et il y a 80 familles qui y habitent. À l'époque, il y en avait 2. Les villages des hauts plateaux ont la particularité d'être animés par des magasins où on trouve de tout. C'est là que nous nous ravitaillons en essence, en huile lyophilisée et bien sûr en eau potable.
À Kmarché, nous avons nos habitudes dans celui de la jolie Chinchaoli. Bonjour, je m'appelle Chinchaoli. Avant de vous présenter ma famille, laissez-moi vous montrer le magasin. Venez voir. Et quand je vous dis qu'ils vendent de tout, c'est vraiment de tout. Des étoffes, des vêtements à la mode locale, des bijoux, des piles pour parer aux fréquentes coupures de courant, des cassettes audio, de la porcelaine, de la nourriture et toutes sortes de boissons. Nous sommes touchés, car Chinchaoli a aussi la gentillesse de nous ouvrir la porte de sa maison. Voici ma mère. Je suis rentrée hier pour les vacances. Je ne la vois pas souvent car je ne rentre qu'un mois par an à la maison. C'est pour ça que j'ai très peu de temps à passer avec elle. Quand je suis à l'école, je pense beaucoup à ma maman. Chinchaoli a 16 ans et fait ses études à Xining, capitale de la province du Qinghai. Je sers du lait de yak aux plus âgés que moi. C'est la tradition ici au Tibet. C'est très nourrissant. Il est très précieux et coûte très cher. Il faut l'apprécier et surtout ne pas le gaspiller. Un peu comme pour l'eau en fait. Pendant les vacances d'été, elle parcourt les 1100 km qui la séparent de sa famille et retrouve ici un rythme de vie qu'elle n'a pas en ville. Par amusement et parce qu'elle rêve secrètement de devenir présentatrice de télévision, Chinchaoli accepte de nous faire partager une de ses journées. Vous venez les gars, on va chercher de l'eau. Ou plutôt, porter de l'eau. La corvée d'eau est une activité obligatoire. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il gèle à moins 40, il faut boire et donc aller jusqu'à la source. Suivant le niveau de vie de la famille, le trajet peut se faire à pied, en vélo, en voiture ou encore à moto. La famille de Chinchaoli a une petite charrette qui leur permet de rapporter plusieurs bidons et donc de ne faire qu'un seul ravitaillement par jour. À Kmarché, la source se trouve à 800 mètres en contrebas des maisons. J'ai l'impression qu'au retour je vais pouvoir aider parce que ça, je crois que c'est très lourd. Dans certains villages des hauts plateaux, les sources gèlent plusieurs mois par an, ou se tarissent même définitivement. Il faut alors aller plus loin, parfois jusqu'à 4 heures de marche, juste pour trouver de l'eau. En Chine, la corvée d'eau est effectuée par tout le monde, jeunes comme vieux, hommes ou femmes, et à n'importe quelle heure de la journée. La gestion de l'eau est primordiale pour nous. Dans ma famille, il y a plusieurs personnes âgées, ma mère et ma grand-mère. Elles se déplacent avec difficulté. Quand je ne suis pas là, c'est ma cousine qui toute seule doit aller chercher l'eau. Elle est souvent très fatiguée. Quand elle n'est pas là, elles doivent payer quelqu'un pour aller chercher l'eau. Ça coûte 3 yuan à chaque fois. Si on paye toujours les autres, ma famille n'aura bientôt plus d'argent. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans la famille, donc il faut économiser l'eau. Elle est froide, hein? Vous aiderez plus jamais. Chaque seau d'eau pèse entre 10 et 15 kilos. Avec le manque d'oxygène dû à l'altitude, ça nous semble encore plus lourd. C'est idiot, mais avec l'eau au robinet, on avait presque oublié ce détail. Détail pour nous qui sommes jeunes et en pleine forme, mais qui se révèle être un véritable handicap pour les personnes âgées. C'est ici qu'on entrepose l'eau après avoir été la chercher.
C'est une belle source d'eau pure que nous avons au village. Nous prenons tous soin de ne pas la polluer car c'est l'eau que nous buvons. Si nous la polluons, ça aura des conséquences directes sur notre santé. C'est de l'eau de source, comme celle que nous achetons en magasin. Chinchaoli profite d'une petite pause pour nous montrer ses idoles du rock, les derniers chanteurs à la mode. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore. En ville, on a accès à l'eau courante et on peut facilement laver son linge. Ici, c'est pas le cas. On doit tous aller au bord des rivières pour faire sa lessive. Bon, on y va. Vous m'accompagnez ? La dernière fois que je suis venue, il n'y avait pas toutes ces constructions au bord du fleuve. Là-bas non plus, il n'y avait rien. Maintenant, les voilà déjà construites. Je suis rentrée hier après-midi pour les vacances, je n'avais pas encore vu tous ces changements. Je dois me réhabituer à chaque fois que je reviens car ça évolue vite. Les habitants de Kmarre, qui découvrent un nouveau mode de vie, doivent faire face à la gestion des déchets. Avant, ce qu'ils laissaient derrière eux était organique et donc naturellement digéré par la nature. Aujourd'hui, tout est jeté tel quel. Petit à petit, une organisation devra s'établir pour prendre en charge la collecte des déchets et l'approvisionnement en eau potable. À Kmarre, avec Chinchaoli, nous avons pu voir et réaliser à quel point la corvée d'eau et de linge sont consommatrices de temps et d'énergie. Nous commençons aussi à sentir à petite échelle les effets sur l'environnement d'une concentration de personnes en un même endroit. Quand en ville, dans ta chambre d'étudiant, tu as l'eau courante, qu'est-ce que tu fais du temps que tu économises grâce à l'eau courante à Xining ? Ce temps et cette énergie, je l'utilise pour aider les autres et me concentrer sur mes études. J'ai aussi plus de temps pour faire du sport et améliorer mon physique. Quand j'en ai assez d'étudier, je lis des livres hors du programme scolaire. Je les trouve plus intéressants. Par exemple, j'ai lu des contes des frères Grimm, Robinson Crusoe et l'éducation sentimentale. Enfin, ce sont surtout des œuvres célèbres. Je trouve ça plus constructif. Nous reprenons nos motos pour descendre le fleuve, avec en ligne de mire Ushu, qui est à 5 jours de route de Kmarre. Depuis la source, nous avons déjà parcouru 750 km. Nos douleurs dans le bas du dos en disent long sur l'état de la route et la qualité de notre assise sur ces motos. Là-bas, on a vraiment le sentiment que ça tombe. Là, on est sur les hauts plateaux, puis là-bas, tout là-bas, ça tombe vers le Yunnan, le Sichuan, et ça va dévaler les 4800 mètres de dénivelé jusqu'à la mer. Nous reprenons nos motos pour descendre le fleuve et continuer vers les vallées encaissées du Yunnan. Nous sommes arrivés de nuit dans cette maison située dans la région autonome du Tibet. Officiellement, nous devrions avoir un permis de séjour spécifique. Mais heureusement, personne n'est là pour vérifier. La famille qui nous reçoit est aussi intriguée par notre caméra que nous le sommes par leur mode de vie.
Le poêle au centre de cette pièce n'est pas alimenté par du bois, mais par de la bouse de yak. Chaque matin, il la ramasse dans la cour de la ferme, où les yaks passent la nuit, puis il la colle sur un mur pour la faire sécher au soleil. Alors, je suis attablé avec la famille tibétaine qui nous a accueillis hier soir. Et là, ce matin, ils nous ont offert un petit déjeuner. Donc, ils nous ont offert du cha, c'est du thé tibétain qui est soit du thé avec du lait de yak, soit du thé tout simplement salé. Et avec ça, ils nous ont donné quelque chose d'assez consistant qui est de la farine d'orge grillée, qui est moulue, qui est donc une farine extra fine que l'on va mélanger avec du beurre et avec du thé. Et ce mélange, on va le faire dans notre bol et on va en faire une boule, comme on voit ici. Et eux, ils y rajoutent du fromage de yak qui est séché. Comme ça, ça permet de donner, nous on mettrait des raisins, eux ils mettent du fromage de yak. Et c'est très très bon. Donc c'est comme du pain, sans levure, et qui n'est pas cuit au four. Sur les hauts plateaux que nous venons de quitter, il fait trop froid et surtout trop sec pour cultiver des céréales. Seul l'élevage y est possible. Dans les vallées où nous sommes, nous commençons à voir des champs d'orge. Les Tibétains l'utilisent pour faire la tsampa, farine qui sert de base à leur alimentation. Alors ça c'est de l'orge. Voilà. Donc ils viennent, on l'a vu, là les champs viennent d'être coupés. Et les enfants ils mangent ça comme ça. Là la roue elle est irrégulière, de manière à permettre à ce petit bâton de faire tomber les grains petit à petit. S'il tombait tout d'un coup, ça déborderait sur la pierre et ça ne moudrait rien. Là c'est vraiment moulu tout fin. C'est vraiment de la farine, extra fine. La question qui vient naturellement à l'esprit, c'est qu'est-ce qui fait tourner cette roue? Et je pense que c'est tout à fait dans notre thème. On va aller voir en bas la mécanique. On s'est mis partout. Donc c'est là où se trouve le secret de ce moulin, qui est un moulin hydraulique, un moulin à eau. Donc l'eau est canalisée en amont. Ce canal amène l'eau ici dans ce goulet d'étranglement. Et à partir de ce dévers, l'eau prend toute sa vitesse. Toute sa vitesse pour aller se projeter sur ces hélices en bois qui sont en bas, situées sous la meule. Sur ces hélices sont fixés un arbre qui entraîne la meule en pierre et qui va moudre l'orge. Les fortes pentes de ces vallées donnent à la rivière une force qui trouve son utilité ici, où l'orge cultivée doit être moulue. C'est un nouveau service que l'eau rend à l'homme. Il s'ajoute à ceux que nous avons vus depuis la source. L'eau est bue, elle sert à laver, à évacuer nos déchets et devient force motrice pour le meunier. Nous venons de retrouver le Yangtze, que nous avions quitté avant Yushu il y a 2 semaines. Nous sommes déjà à plus de 1000 km de la source et nous roulons vers le Guizhou, où nous avons rendez-vous avec une ONG. Ça fait quelque chose de retrouver le dragon, de voir ses écailles, parce que pour les Chinois c'est un dragon, parce qu'il est puissant. Je crois qu'il a un autre nom aussi pour les Tibétains, le fleuve. Ah, le Drichu, Qui veut dire la mamelle. la femelle yak qui pleure. C'est très poétique. Et là, il y a toutes les larmes du ciel qui vont nous tomber dessus, parce qu'il y a un gros orage qui arrive. Et le vent monte, on le sent, et vous l'entendez. Bon allez, on y va? On y go. Nous sommes à quelques kilomètres d'un village dans lequel nous comptons passer la nuit. Nous n'avons plus qu'un col à franchir. Vu le panorama, ce devrait être un réel plaisir. Malheureusement, les problèmes mécaniques arrivent toujours au mauvais moment. Fallait bien que ça nous arrive. Et c'est drôle, je me suis dit, on va crever en haut de ce col. Ah, j'ai mal aux lèvres. Tu t'es pas dit ça, toi? Non, moi je me suis dit que ta moto allait planter parce qu'elle se présente vraiment des signes de faiblesse. Eh ben pas moi, moi je savais qu'on allait crever. Et en fait c'est cool, ça nous permet d'admirer ce paysage qui est somptueux. Somptueux. Le marteau. J'ai jamais cru que je m'en servirais, pourtant, pour enlever les cieux,
J'ai dû taper. Enfin, en attendant, on a quand même commencé à 18h30. Et là, il est 20h30. Donc ça a pris 2 heures pour changer ce pneu. Je crois qu'on est nul. On a fait 500 mètres depuis qu'on a réparé les pneus. On est arrivé au col et j'ai de nouveau crevé. J'ai mal regardé tout autour pour voir s'il n'y avait pas quelque chose et le clou a dû rester dedans. Là, on est à 5900 mètres. Et il y a un refuge plus loin et voilà, on va aller dormir là et on va essayer sans bagages parce que j'avais tous les bagages, on va voir ce que ça donne si j'arrive à rouler. Parce que là, je change plus le pneu dans le noir et tout ça. Il faut que je le retire. Voilà. Tu vas en faire quoi, Loïc? Le monter en pendentif? Bah ouais. Cette petite bête, ce petit caillou nous a embêtés. On va graver ça là-dessus, à 5800 mètres d'altitude. On fera une petite dent de requin comme ça. C'est pas mal, non? Les passages de col se font au prix d'interminables lacets dans la montagne, sur des routes vertigineuses. Mais chaque col est une nouvelle surprise, car nous quittons un paysage fabuleux pour en découvrir un autre encore plus féerique. Le Yangtze ne part pas directement vers l'ouest. Il se dirige d'abord vers le sud, parallèlement au Mékong. Notre progression est extrêmement ralentie par ces successions de vallées caillouteuses où les ponts sont rares. Nous tombons de temps à autre, mais à faible vitesse, et nos chutes sont amorties par l'épaisse doublure de nos manteaux que nous avons achetés pour nous protéger des intempéries. Hallucinant ce pont. Il y a quelque chose de vachement important pour nous, c'est le Mékong. Et pourquoi le Mékong il est important? Puisque tout simplement c'est le frère jumeau du Yangtze-Kiang. Pourquoi le frère jumeau? Tout simplement parce qu'ils sont nés dans le même berceau. Où est-ce que c'est le même berceau? Ben, c'est les plateaux tibétains, le Qinghai. Je peux parler? Ah bah vas-y, parle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 30 km, là on est en train de suivre une route à flanc de montagne avec un dénivelé en dessous de 2000 mètres en dessous de nous qui est absolument fantastique. Et dans le fond, le Mékong, on vient de passer un superbe pont. Et en haut de cette route de 30 km, il y a un col. Et ce col délimite 2 vallées, le bassin versant du Mékong et le bassin versant du Yangtze. C'est absolument fantastique. Il faut savoir que le Qinghai donne naissance aux 7 plus grands fleuves d'Asie. Donc on vient de citer le Mékong, le Yangtze, mais il y a aussi le Brahmapoutre qui lui va en Inde. Ensuite il y a le Salween qui lui va en Birmanie. Il y a l'Irrawaddy qui lui aussi va en Birmanie. Il y a l'Indus. L'Indus, tout à fait. L'Indus qui lui va vers le Pakistan. Ensuite il y a le fleuve jaune. Et voilà, ça fait 7. Donc les 7 plus grands fleuves d'Asie prennent leur source sur les plateaux tibétains. C'est fou de se dire ça. C'est pour ça que les scientifiques appellent les plateaux tibétains, donc Tibet, Qinghai, le 3e pôle. 3e pôle parce que c'est une véritable barrique, c'est une citerne, c'est un château d'eau, c'est ce que tu veux, puisque tout simplement, il y a plein d'eau là-bas. C'est extraordinaire. 12 jours après notre passage éclair en territoire interdit, nous arrivons près des gorges du Saut du Tigre. C'est le canyon de rivière le plus profond du monde, avec plus de 2000 mètres d'à pic. La légende raconte qu'un tigre aurait franchi d'un bond les 25 mètres de cette passe pour échapper aux chasseurs qui le poursuivaient. Pour nous, c'est surtout un point du fleuve qui n'est situé qu'au quart de son voyage et qui nous permet d'évaluer toute la puissance du dragon. À 50 km de là, un autre passage important est ce virage. Sans lui, le fleuve continuerait sa descente vers la péninsule indo-chinoise et la Chine ne serait pas aussi luxuriante. C'est sympa ce petit bruit de ruisseau partout. On est enfin dans les régions où il y a une irrigation et une culture du riz et du maïs principalement en escalier, donc en terrasse. Et du coup il y a des petits canaux partout.
L'irrigation permet plusieurs rotations de riz par an et des rendements importants. La Chine en a besoin, car sur ses 9,5 millions de kilomètres carrés, seul 1/10 est cultivable. Le reste est composé de déserts et de montagnes. La moitié des terres arables du pays est irriguée et l'on y produit entre autres 180 millions de tonnes de riz par an. Oui, bien sûr que l'eau est importante pour nous. Ces problèmes nous concernent de près. Un peu plus haut dans la vallée, les industries extraient du minerai. Ils sollicitent les ressources en eau et il se peut qu'ici, on en manque pour nos cultures. Il y aura de plus en plus d'habitants et de moins en moins d'eau. La répartition de l'eau pourrait être un problème dans le futur. Le problème de la Chine aujourd'hui est économique. 1 litre d'eau utilisée dans l'industrie rapporte 70 fois plus que s'il était utilisé dans l'agriculture. Ce calcul montre qu'il faut un arbitrage public strict pour le partage des eaux. Nous quittons le Hunan pour faire un crochet dans le Guizhou, où nous allons voir le travail de l'ONG française ID, Initiative Développement. Le Guizhou est une des provinces les plus pauvres de Chine. Elle compte, comme le Hunan, de nombreuses ethnies. Le QG d'ID se trouve à Weining, petite ville en pleine expansion, où l'arrivée du train en 2004 a créé une véritable révolution. Emmanuel Péloquin travaille ici depuis 5 ans à l'amélioration des conditions de vie des villages les plus reculés. La première demande des populations concerne toujours l'adduction d'eau potable. Dadji, en fait, on va aller, c'est ici. Et nous, on est... Nous, on est à Weining, donc on est ici. Et c'est loin, ça fait combien de kilomètres à peu près? Bon, il y a 75 km, 70 km. Ça y est, on est parti là, les gars. On est un peu secoué ici, mais les paysages dans lesquels on se déplace sont assez merveilleux. On verra peut-être à la fin de l'après-midi. Ouais, je suis un peu sceptique là pour la pluie quand même. Je pense. Combien de temps de marche jusqu'à... Le village n'est accessible qu'à pied et il nous faut marcher plus de 30 minutes pour y arriver. Ces paysans portent des fougères qu'ils récoltent sur les pentes abruptes et qui servent de litière dans les porcheries. Là, on va dans un petit village miao, sous la pluie, après un bel orage. Et on va voir le projet d'ID, donc qui a été un projet d'adduction d'eau. Ils sont allés chercher l'eau tout là-bas, là derrière, dans la montagne. Ils ont creusé une tranchée de 2 km, qui doit passer pas loin d'ici d'ailleurs, et qui leur permet d'amener de l'eau d'une source là-haut jusqu'au village qui est juste derrière la colline ici. Voilà, et tout ça dans des paysages toujours somptueux et merveilleux. Les Miao forment une des ethnies les plus importantes de Chine, avec plus de 9 millions de personnes. Ils sont très dispersés sur le territoire et se définissent eux-mêmes comme le peuple des montagnes. La pauvreté des villageois nous surprend. Ils vivent dans ces montagnes, totalement coupés du monde et de la modernité. L'aliment de base est la patate cuite à la braise, que les enfants grignotent à toute heure de la journée. En signe de bienvenue, et parce qu'ils nous assimilent à l'ONG, tous les villageois veulent nous donner un œuf dur, que nous nous empressons de glisser discrètement dans la poche des enfants qui manquent cruellement de protéines. Mais le plus marquant est d'assister à l'arrivée de l'eau au milieu du village, ce qui amuse beaucoup les enfants, qui n'ont sans doute jamais imaginé pouvoir jouer avec l'eau. Voilà.
Nous nous lions d'amitié avec Jayo, qui nous présente sa famille et nous invite à manger du riz, aliment de luxe car il ne peut pas être cultivé dans ces montagnes. Autrefois, la vie au village était très dure. On devait descendre très loin dans la vallée pour aller chercher de l'eau à la source. On devait venir ici 3 fois par jour. Résultat, je consacrais plus de 3 heures chaque jour pour aller chercher 8 ou 9 seaux d'eau. L'ONG a donné le matériel nécessaire à la pose de la conduite d'eau. La main-d'œuvre pour creuser les 2 km de tranchées a été fournie par chaque famille. Pour faire venir l'eau au centre du village, Emmanuel avait une contrainte de taille. Il ne devait pas utiliser de pompe car son entretien eût été trop cher. Il a donc été chercher une autre source plus haute que le village, sur une montagne voisine, ce qui permet à l'eau de descendre par gravité. Vous êtes venus d'un pays très lointain. Vous avez réussi à faire venir l'eau dans le village. Je n'aurais jamais imaginé ça possible à travers la montagne. C'est vraiment très bien ce que vous faites pour nous. Le fait que l'eau soit si proche maintenant, ça nous laisse beaucoup de temps libre pour faire autre chose. On passe beaucoup moins de temps pour aller chercher de l'eau. Alors le temps gagné, je vais l'utiliser pour travailler plus, pour préparer la nourriture des cochons, pour moudre le grain, et aussi pour m'occuper de ma femme et de mon bébé. Les 3 heures que les familles vont gagner quotidiennement permettront de développer l'artisanat, l'élevage, l'éducation des enfants et bien d'autres choses. C'est toute une économie qui se met en marche. Bye bye. Bye. C'est sûr que tu leur as dit au revoir là. Je leur ai dit au revoir. Ils nous accompagnent, ils veulent nous accompagner. C'est un villageois qui revient du jour de marché. Tu es plutôt satisfait de la conduite du projet, de la manière dont il était mené et tout? Ouais. Ouais, non, c'est bien passé. Ouais. Bah, l'avantage, c'est qu'Ajigan, c'est une communauté isolée. Donc, ils travaillent d'une part assez bien ensemble. Et ils sont motivés parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'autres projets ou beaucoup de gens qui s'inquiétaient de leur situation ou qui discutaient avec eux. Ils sont fiers d'avoir bossé là-bas. Ils disaient que la peine, ça faisait rien. Ce qui comptait, c'est que ils allaient être récompensés avec l'eau et puis ils remercient en fait. L'accès à l'eau était la priorité pour le développement de ce village Miao. Sans eau, aucune activité n'était possible. Maintenant, ils vont pouvoir produire plus que pour leur simple survie et s'ouvrir aux échanges avec les villages voisins. Les routes que nous empruntons sont en meilleur état et notre progression est plus rapide et moins fatigante. Nous faisons maintenant 300 km en une seule journée, impatients de rattraper le retard sur un planning pourtant assez souple. L'augmentation du débit du Yangtze s'accompagne d'une modification de l'environnement. Les usines et les villes deviennent de plus en plus fréquentes. Elles marquent notre entrée dans une Chine en transition. À partir de Yibin, le Yangtze devient navigable et nous devons souvent le traverser soit sur un pont, soit en bac.
T'as les clés? Le Valérie qui est en train de partir sans moi. Ouais, c'est comme ça. C'est un peu mal débrouillé là. Le fleuve est devenu gigantesque, est devenu énorme. Il y a deux rivières qui se sont mises ensemble. Il y a le Yangtze qui a absorbé le Funan. Et ça donne cette espèce d'énorme monstre. Et on s'est rendu compte que depuis que le fleuve devient navigable, eh bien la civilisation est en train d'exploser. C'est plus des petites villes de 30 000, 50 000 habitants, parce que pour la Chine, 50 000 habitants, c'est petit. C'est des grosses villes de 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, 3 millions d'habitants. Question moto, nous ne sommes toujours pas en règle. Nous n'avons ni permis de conduire, ni plaque d'immatriculation. Mais heureusement, en ce qui concerne la circulation routière, les autorités sont assez tolérantes hors des grandes villes. Nous apercevons les premières tours de la banlieue de Chongqing. Nos compteurs indiquent 4300 km depuis la source. C'est la première fois que nous entrons dans une mégalopole chinoise. Cette banlieue n'est qu'un vaste chantier, où les tours poussent comme des champignons. Mais quelle est réellement la place de l'eau dans cette urbanisation galopante ? C'est impossible de compter le nombre de tours en construction. Où que tu ailles dans la ville et aux alentours, tu vas tomber sur un chantier comme celui-ci. Ça paraît fou, mais il n'y a que des chantiers comme ça ici. Il y a à peine 5 ans, c'était encore la campagne tout autour de nous. Tous ces buildings n'existaient même pas sur le papier, c'était des collines sauvages. Dans tous ces immeubles, on installe l'eau courante. C'est pas comme sur les hauts plateaux du Qinghai. Ici, on a plus de ressources pour se développer. Notre rencontre avec ces ouvriers nous rappelle que sans ressources en eau, la construction d'une ville est impossible. Sa maîtrise permet d'édifier des immeubles faits de béton, que l'on qualifie souvent de pierre liquide. À chaque étape de notre travail, on a besoin de l'eau. L'eau sert pour faire le mortier, plâtrer les murs et nettoyer les immeubles. Il faut toujours et encore de l'eau, c'est primordial, on pourrait rien faire autrement. L'eau qu'on utilise pour la construction vient du Yangtze. Elle est d'ailleurs plus propre que celle du fleuve jaune qui est au nord de la Chine. Et tout Chongqing utilise l'eau du Yangtze, il nous tient tous en vie. C'est pour cette raison qu'on le considère comme le fleuve mère. Bah oui, que ferait la Chine sans le Yangtze? On va quand même pas aller chercher de l'eau à l'étranger. En France, par exemple. Chongqing a depuis 1997 le statut particulier de ville-province. Elle dépend directement de l'autorité du gouvernement central de Pékin. La ville, construite sur des collines, porte le nom de ville des montagnes, même si l'altitude maximale est de 220 mètres au-dessus de la mer. Derrière nous et derrière le Yangtze, vous voyez la ville de Chongqing, qui est la plus grande agglomération chinoise, 30 millions d'habitants, et qui marque pour nous notre entrée dans la partie industrielle de la Chine. Elle marque surtout la fin de notre première étape, et cette volonté aussi pour nous de voir Chongqing comme étant une ville en transition entre l'Est développé et l'Ouest en développement. Le gouvernement souhaite aussi faire de Chongqing, depuis que le barrage des Trois Gorges a été construit, un espèce de tremplin pour faire passer la croissance, remonter la croissance de l'Est vers l'Ouest en suivant l'axe du fleuve au fait. En fait, ils vont servir du fleuve comme d'une autoroute de croissance. Exactement. La réalisation du barrage des Trois Gorges permet aujourd'hui aux bateaux de 10 000 tonnes d'arriver jusqu'à Chongqing. C'est une évolution considérable pour cette ville-province où transitent les biens manufacturés venant de l'Est et les matières premières venant de l'Ouest. Grâce à cette autoroute fluviale, la ville peut aussi écouler ses minerais et tous les produits qui sortent de ses usines. Chongqing jouit d'un climat de mousson subtropical, chaud et humide. Nous sommes bloqués dans notre hôtel par des précipitations exceptionnelles qui provoquent des inondations et des glissements de terrain dans toute la province. En ville, le phénomène est impressionnant, car la couche de béton qui recouvre le sol
amplifie le ruissellement et provoque une saturation des réseaux d'évacuation. C'est la Chianli, c'est la saison des moussons ici. On est toujours à Chongqing. On a donné nos 2 motos à une ONG et pour changer, on avait envie de s'amuser un peu. On va acheter un tricycle. Ça nous semble intéressant aussi pour être proche de la population comme les 2 motos. Et de Chongqing jusqu'à Shanghai, on va utiliser ce tricycle. Bon, on va aller l'acheter là. Bonjour. Est-ce que vous avez un tricycle? Non, on n'en a pas. Mais ils n'ont pas de tricycle. Non. Non, on n'en a pas. Vous n'avez pas un tricycle? Non, j'en ai pas. Meilleur tricycle? Ah bah, elles vendent pas de tricycle, elles. Je pense que c'est normal. Ah bah oui, elles vendent de l'eau. Là-bas, je pense. À mon avis, ils doivent avoir là-bas. Ah, il a des tricycles. Ah, bon, on est sauvés. C'est ce qu'on cherche. Le tricycle, sorte de moto à 3 roues, est le moyen de transport le plus populaire dans la campagne chinoise. Cela va du simple plateau à la carrosserie très évoluée pour faire taxi. Nous cherchons le moins cher et le plus léger. Et là, il vient de me filer le calumet de la paix. En fait, c'est pour dire qu'on a signé ensemble. Et on va l'acheter à 7 000 yuan, c'est-à-dire 700 €. Et 700 €, il va nous filer des casques, il va nous filer des pièces de rechange, tout ça pour nous aider. Plutôt cool, le mec. Et en gros, pour la commander, ils ont besoin de 4 jours de délai. Mais là, ils ont téléphoné à l'usine et l'usine veut bien travailler cette nuit et la nuit prochaine pour qu'on l'ait vendredi, sachant qu'on est mercredi. Donc ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt coopératifs. On est toujours à Chongqing, c'est la modernité, la musique, les gens dansent dans la rue. Et au déjeuner, on a rencontré des étudiants et on leur a lancé un défi, faire un tournoi de ping-pong et ça va être la Chine contre la France. Alors au cas où, si on perd, on a une excuse toute trouvée. On n'arrive pas à tenir notre raquette comme eux. Les Chinois ont tous des téléphones hallucinants, qui font appareil photo, caméra et radio. Ils adorent filmer un étranger, et surtout poser avec lui. Cette popularité, hélas temporaire, flatte beaucoup notre ego. Sec hein, en chinois. Vous voulez faire quoi comme étude plus tard? En ce qui me concerne, je souhaiterais bosser dans le développement de logiciels. Moi, je préférerais être ingénieur dans le génie civil. Moi, je crois que je suis un cas à part. J'aime beaucoup de choses. J'aime tout ce qui touche au management, à la finance, à l'architecture, à l'informatique. C'est idiot, mais j'aime presque tout. Je sais toujours pas pour quelle raison étrange, je me suis inscrit à l'école d'agriculture du Sichuan. De ce que tu me dis, j'ai bien compris que ton frère et toi, vous vous intéressiez à la problématique de l'eau. Mais ici, on est tout près du fleuve Yangtze et on ne manque pas d'eau. Ce qui nous pousse d'ailleurs à ne pas faire attention à l'économiser car on n'en manque pas. Par contre, je sais que beaucoup de pays manquent d'eau. Est-ce que c'est aussi le cas de la France? En fait, ça dépend aussi des régions. Il y a des régions en France où il y a des manques d'eau. Et c'est pas vraiment un problème de quantité en France. Peut-être un petit peu dans le sud, dans certaines régions du centre. Mais c'est surtout un problème de qualité d'eau. Et ça, c'est le même problème dans le monde entier. Est-ce que vous pensez que le Yangtze-Kiang va jouer un rôle important et pourquoi? Le Yangtze, c'est l'artère de la Chine.
Il joue un rôle capital pour notre pays. Sans le Yangtze, il n'y aurait certainement pas assez d'eau potable pour la plupart des Chinois. J'ai le sentiment que le confort des villes modernes nous pousse à ne pas faire attention à l'eau et à la gaspiller. À l'époque de nos parents, ils devaient porter l'eau. D'une certaine manière, ils étaient obligés de la considérer avec respect. Pour nous aujourd'hui, c'est l'inverse. Son accès est facile et nous la négligeons. Je pense que nous allons devoir tôt ou tard approfondir nos connaissances sur l'eau afin de mieux l'économiser et la protéger. Dans le prochain épisode, Loïc et Geoffroy vont pénétrer dans la région légendaire des Trois Gorges. Sur le plus grand barrage du monde, ils s'entretiendront avec un ingénieur ayant participé à la construction de cet édifice pharaonique. Puis, ils passeront par la grande ville de Wuhan, où ils assisteront à une pêche un peu particulière. Arrivés à Shanghai sans encombre, ils verront à quel point une mégalopole du futur ne peut survivre sans une gestion de l'eau très poussée.